Aujourd'hui, on est réunis ici pour discuter de mai 68, donc des événements de mai 68 en France. Ou comme moi, j'aime l'appeler la révolution en fait, de mai 68. Donc, pour commencer, j'aimerais souligner que on voit depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois, un certain regain du militantisme étudiant au Québec. On a eu le mouvement de grève pour la rémunération des stages. Il y a aussi eu toutes les manifestations pour contre les changements climatiques, en fait, auxquelles les étudiants ont participé, même les étudiants du secondaire, ça a scandalisé certains parents. Et ça, c'est quelque chose qui doit donner espoir, en fait, à tout le monde, à la jeunesse, mais aussi à tous les gens qui aspirent à une société meilleure, à ceux qui veulent combattre pour changer le système, pour créer un monde meilleur. Parce que les étudiants, souvent, sont un peu le baromètre, en fait, là, de l'état de conscience dans une société. Ils sont souvent parmi les couches les plus radicalisées qu'on voit dans la société. Par exemple, un mouvement qui se limite uniquement à la population étudiante est comme condamné à être limité, en fait, s'il n'arrive pas à créer des liens et à entrer en contact avec le moteur, en fait, de notre société, qui est la classe ouvrière, donc les travailleurs. Donc, mai 68, en France, c'est un excellent exemple, en fait, de cette solidarité qu'il y a eu à cette époque-là entre les étudiants et les travailleurs dans un mouvement de masse qui a rapidement pris des allures de révolution. Ça montre comment les étudiants peuvent effectivement être l'étincelle, en fait, qui va allumer la flamme révolutionnaire et qui va faire marcher la société vers la voie de la révolution. C'est ce qui s'est produit en mai 68 et ça peut se produire à n'importe quel moment. Par exemple, comme on va le voir dans la présentation, le mouvement de mai 68 n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas réussi, en fait, à renverser le système capitaliste, à jeter les bases, en fait, pour un nouveau système. On va expliquer un peu pourquoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est une des plus grandes occasions manquées, en fait, de l'histoire. Mais reste que j'espère qu'on va quand même sortir d'ici avec un optimisme, en fait, de cette foi en la jeunesse, en la classe ouvrière, de prendre les choses en main et d'assurer un avenir meilleur. Donc, je vais commencer par une petite mise en contexte pour expliquer un peu c'est quoi les facteurs, en fait, qui sont à l'origine des événements de mai 68. Donc, un des premiers facteurs, c'est la croissance du prolétariat français, donc le prolétariat, la classe ouvrière, les travailleurs, les gens qui vendent leur force de travail pour gagner leur vie. Donc, au 19e et au 20e siècle, la classe dirigeante française, elle avait peur des travailleurs, en fait, parce que le 19e siècle français a été marqué par des mouvements révolutionnaires. Pensez à 1848, le fameux Printemps des peuples, ou encore la Commune de Paris en 1871. Et ça a vraiment fait peur, en fait, à la classe dirigeante, qui voyait le potentiel révolutionnaire, en fait, des travailleurs français qui pouvaient éventuellement se lever pour renverser cette bourgeoisie-là française. Et donc, pour ces raisons-là, la classe dirigeante française, ou la bourgeoisie, ou les capitalistes, comme vous voulez l'appeler, ils ont fait en sorte, en fait, que le prolétariat se développe de façon limitée. Et donc, ils ont moins investi dans l'industrie, dans la production industrielle que les autres pays européens, et surtout, en fait, dans le capital financier, donc les banques, et aussi dans l'exploitation des colonies de son empire colonial. Mais ça a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que rendu à la Deuxième Guerre mondiale, la France avait un retard industriel qui devenait un retard, en fait, économique sur le reste des puissances européennes, comme l'Allemagne, et d'ailleurs, la France, on a payé le prix. Et aussi, le pays avait tellement été détruit pendant la guerre et sous l'occupation, que, en fait, la reconstruction de la France a été un gros stimulant d'économie. Et donc, ça a provoqué une augmentation démographique très importante au niveau de la classe ouvrière. Et donc, il y a des grandes usines qui ont commencé à se bâtir. Les travailleurs étaient très souvent concentrés là, dans des usines, en particulier des usines de voitures, par exemple,
comme la compagnie Renault, qu'on ne connaît pas ici, mais qui existe. Je ne sais pas si ça existe encore. Oui, ok, c'est bon. Donc, Renault, un exemple. Donc, j'étais concentré dans des usines de voitures comme ça, qui pouvaient regrouper des milliers, même des dizaines de milliers, en fait, de travailleurs. Mais ces travailleurs-là, souvent, touchaient des salaires qui étaient assez bas. La semaine de travail, en moyenne, était de 45 heures, même si en théorie, il avait obtenu la semaine de 40 heures, mais ce n'était pas respecté par les patrons. On voit ici comment les patrons respectent toujours les normes du travail. Aussi, bon, c'est ça, les salaires étaient très bas et les conditions de travail en général dans les usines n'étaient pas sécuritaires, étaient très difficiles. Donc ça, c'est un facteur qui avait fait générer en fait de la frustration là, au sein de la classe ouvrière avant mai 68. Il y a aussi la question de l'occupation française. Donc, la France a été occupée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'on a vu, en fait, et ce que les Français ont vu, c'est que la classe dominante française, la bourgeoisie, les capitalistes, ont travaillé main dans la main, en fait, avec les nazis pour s'enrichir. Et ça a vraiment détruit, en fait, les illusions d'énormément de travailleurs, de jeunes Français, par rapport à cette idée-là qu'il y a une bourgeoisie nationale qui défend les intérêts de la nation. En fait, ce qu'ils ont vu, c'est que c'était juste une gang de milliardaires qui voulaient s'en mettre plein les poches et qui n'allaient pas hésiter de faire des pactes avec le diable, donc dans ce cas-ci avec les nazis, pour s'enrichir. Et pendant ce moment-là, les travailleurs français, eux, étaient dans le maquis, eux faisaient la résistance au péril de leur vie pour combattre l'occupation. Et les communistes aussi étaient parmi les leaders de la résistance. Donc ça a vraiment créé un changement de mentalité par rapport à la classe dirigeante dans l'esprit des Français, des travailleurs et des jeunes français. Aussi l'exploitation des colonies. Donc la France avait un empire colonial depuis déjà plusieurs siècles, en fait, à cette époque-là. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, l'exploitation, en fait, des colonies a été amplifiée parce que la France avait besoin d'encore plus de ressources pour se reconstruire. Et donc, ça a amené à énormément d'atrocités, en fait, qui ont été commises par les coloniaux français. Et aussi, ce que ça a fait, c'est que il y a eu des mouvements, en fait, d'indépendance. Donc, on peut penser à la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Et ça a créé énormément de frustration au sein, surtout de la jeunesse, en fait, française, qui voyait que l'armée française se rendait coupable d'atrocités qui étaient similaires, en fait, à celles commises par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais cette fois-ci dans leur empire colonial. Donc, c'est un peu un mélange de tous ces facteurs-là qui faisait que en 1968, en France, il y avait énormément de frustration qui était accumulée là, au sein de la population en général, et en particulier au sein de la classe ouvrière et évidemment de la jeunesse. Donc si on passe aux étudiants, quand je disais c'était vraiment l'étincelle qui a provoqué cette explosion révolutionnaire. Donc au printemps 1968, on voit qu'il y a énormément d'agitation sur les campus. Je tiens avant tout, par exemple, à expliquer comment il y avait de l'agitation à tous les niveaux de la société à ce moment-là, pendant l'année 68, même si avant ça, il y avait eu beaucoup de mouvements de grève, en fait, dans les années précédentes, mais jamais aussi important que ce qui allait se produire dans les années dans les événements là, de mai 68. Mais pour ce qui est des étudiants, il y avait énormément d'agitation sur les campus. Donc, on parle des grèves, des occupations, des manifestations et toutes sortes d'actions, de contestations. Les étudiants étaient mécontents et inquiets par beaucoup de choses. Premièrement, il y avait le manque de débouchés. En fait, c'est quelque chose que vous pouvez probablement comprendre si vous êtes étudiant. Le nombre d'étudiants universitaires avait beaucoup augmenté depuis plusieurs années, ce qui faisait qu'il y avait de moins en moins de bons emplois qui étaient disponibles pour les diplômés. Et donc, les étudiants étaient beaucoup plus inquiets par rapport à leur avenir que les générations précédentes. Évidemment, il y avait l'impérialisme, le colonialisme français, donc ce que j'expliquais tantôt, cette exploitation-là brutale, en fait, par la France de ces colonies. C'est quelque chose qui dégoûtait, en fait, les étudiants français. On pense surtout, en fait, à la guerre d'Indochine, qui mobilisait énormément de gens qui s'opposaient à cette guerre-là, et qui auraient préféré, en fait, que la France fasse juste se retirer de façon pacifique. Et aussi, il y avait un dégoût généralisé
du système d'exploitation capitaliste. Les étudiants étaient fortement influencés par des idées communistes, par le marxisme. Ils étaient influencés par le maoïsme aussi. C'était la révolution culturelle en Chine. Aussi certains courants anarchistes à cette époque-là qui avaient beaucoup de popularité. Donc, ces étudiants-là, qui étaient destinés à être les futurs patrons, commençaient à se dire que ça ne leur tentait pas nécessairement de passer leur vie à exploiter les travailleurs. Et donc, ça amenait à énormément de mouvements de contestation qui étaient organisés par les syndicats étudiants. Les campus étaient bouillonnants d'activités. Et ce que ça faisait, ça, c'est que ça a fini par générer de la violence, en fait, sur les campus. Bon, déjà, les mouvements de contestation, ça crée un certain désordre, mais aussi, il y a rapidement des groupes d'extrême droite, en fait, qui ont commencé à se former. Quand je dis des groupes d'extrême droite, c'est vraiment des gangs de gros bras là, qui allaient sur le campus pour tabasser, en fait, les étudiants. Évidemment, les étudiants ne se laissaient pas faire, donc ils s'armaient eux-mêmes pour se défendre. Et ça, évidemment, ça menait à des éclats de violence. Et quand ce n'était pas avec les groupes d'extrême droite, de toute façon, les étudiants se ramassaient à se faire tabasser par la police. Et probablement qu'il y avait certains de ces policiers-là, que quand ils étaient la fin de semaine, ils allaient tabasser les étudiants dans leur groupe d'extrême droite. Et ça, ce que ça a amené, en fait, c'est il y a des campus qui ont commencé à être fermés, en fait, par la direction à cause de ça. Donc, on peut penser à la faculté de Nanterre. Le doyen a décidé de suspendre les cours parce qu'il disait qu'il allait avoir de la violence sur son campus. Et donc, les étudiants ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont dit, ah, ben, si Nanterre est fermé, on va aller manifester à la Sorbonne. Alors, ils se sont déplacés par centaines pour se rendre à l'université, à Sorbonne, pour aller manifester. Et à la Sorbonne, ils ont été accueillis par les étudiants de la Sorbonne qui étaient comme « all right, cool ». Et ça, évidemment, ça a frustré l'administration de la Sorbonne qui a fait appeler la police. Et la police est arrivée, ils ont tabassé tout le monde de façon extrêmement brutale et ont arrêté 400 militants. Et ça, évidemment, ça a eu effet de ralentir le mouvement. Non, pas du tout. Ça a eu effet de l'accélérer. On le voit avec les Gilets jaunes depuis plusieurs mois maintenant, que de tabasser des gens qui contestent, ça ne marche pas. Ça fait juste les rendre plus fâchés, plus radicalisés. Et c'est ça qui s'est produit. Et donc, les affrontements ont commencé à devenir de plus en plus nombreux, de plus en plus intenses, jusqu'à leur point culminant, le 10 mai 1968, ce qu'on appelle la nuit des barricades dans le quartier latin à Paris. Et donc, la nuit des barricades, ce qui s'est passé, c'est que les étudiants avaient organisé plein d'endroits où ils voulaient manifester, où ils voulaient occuper les campus, et ils savaient que la police allait arriver en grand nombre. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé des barricades, une bonne vieille tradition parisienne, pour se défendre contre les forces de l'ordre qui allaient arriver. La police sont arrivés, encore une fois, ils ont tabassé tout le monde. Il y a eu des centaines d'arrestations et ils ont fait preuve d'une brutalité qui n'avait jamais été vue jusqu'à présent, en tout cas dans les années récentes, avant ces événements-là. Et donc, il y a des dizaines de jeunes qui ont été tabassés et emmenés dans des camions de police et jetés à l'entrée des hôpitaux là, pour que les gens puissent prendre les morceaux puis aller essayer de les guérir. Et il y a même des policiers, en fait, qui sont rentrés dans les hôpitaux pour aller prendre les étudiants qui avaient déjà tabassé pour les ramener au poste pour finir le travail. Donc ça aura vraiment provoqué un choc, en fait, au sein de la population en général. Les gens ont été dégoûtés, en fait, par les actions de la police. Même les gens du quartier latin, que leur voiture avait été détruite, leur magasin avait été détruit, avaient affirmé leur soutien, en fait, envers les étudiants, qui disaient « on comprend pourquoi ils font ça, et on ne comprend pas pourquoi c'est la police qui vient les tabasser comme ça ». Et donc, de plus en plus de travailleurs ont commencé à non seulement affirmer leur soutien envers les étudiants en mots, mais aussi en actes, en prenant la rue avec les étudiants pour témoigner leur soutien. Et ça, ce que ça a donné éventuellement, c'est que les principales centrales syndicales de France ont fini par elles-mêmes se positionner en faveur des étudiants et à appeler à des mouvements de contestation et même à une grève générale de 24 heures.
Et donc, ce qui s'est produit, c'est que les votes de grève ont passé, les travailleurs sont rentrés en marche, ont pris part au mouvement, main dans la main avec les étudiants, et ont fixé la journée de grève au 13 mai. Là, je fais une parenthèse pour expliquer un peu comment ça s'est passé. Comme je disais, bon, la violence de la part de la police, de la part des forces de l'ordre, a vraiment changé les consciences en fait, des travailleurs. Il y a beaucoup d'entre eux que spontanément, ils voulaient défendre en fait, les étudiants, ils voulaient se montrer solidaires envers eux. Mais ça n'aurait pas été suffisant en fait, pour créer un aussi gros mouvement de masse qu'on a vu en mai 68, et probablement même pas en fait, pour que les centrales syndicales décident de rentrer en grève à cause de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les étudiants, eux, pendant plusieurs semaines avant ces événements-là, avaient fait énormément de travail en fait, pour mobiliser les travailleurs, pour aller chercher les travailleurs, puis aller les convaincre, venez, joignez-vous avec nous, on va combattre ensemble. Donc, dans les manifestations qui étaient organisées par les étudiants, on entendait énormément d'étudiants crier des slogans comme « Avec nous dans la rue »,« Venez avec nous »,« Venez combattre avec nous ». Et il y a des comités étudiants-travailleurs qui ont été créés par les syndicats étudiants, en fait, qui avaient comme tâche de se rendre sur les lieux de travail, aller expliquer aux travailleurs pourquoi les étudiants contestaient, et aussi de discuter avec les travailleurs de c'est quoi les luttes dans lesquelles les travailleurs étaient impliqués, qu'est-ce que les travailleurs eux-mêmes revendiquaient, parce que le mouvement syndical était actif à ce moment-là, et ce qui a créé en fait une espèce de convergence des luttes entre étudiants et travailleurs. Et donc, je vais donner quelques exemples, en fait, là, concrètement, de comment ça s'est organisé. Donc, comme je disais, il y a énormément de discussions. Les étudiants qui allaient par eux-mêmes sur les lieux de travail, dans les usines, disaient hey, vous êtes travailleurs, venez avec nous, on va créer une société meilleure. C'est quoi que nous, on n'est pas satisfait pour telle raison, vous n'êtes pas satisfait pour telle raison, alors on va aller s'exprimer nous-mêmes dans la rue. Il y a aussi, par exemple, le comité de liaison entre étudiants, ouvriers et paysans, agriculteurs, qui avait été organisé en solidarité, en fait, pour le mouvement de grève générale, qui allait servir, en fait, d'organiser des convois de ravitaillement pour les usines qui étaient en grève. Le 14 mai, il y a eu une marche des étudiants de Nantes jusqu'à Sud Aviation Bouguenais, qui était la première usine qui a été occupée, en fait, par les travailleurs en grève. Et donc, ils se sont présentés là en soutien aux grévistes. Et le 17 mai, c'est 3000 étudiants du quartier latin qui sont allés à une usine Renault, en fait, en soutien aux travailleurs. Et ils leur ont apporté, en fait, de l'argent, des couvertures pour soutenir, en fait, les travailleurs qui ont beaucoup apprécié ce geste-là. Et donc, ça, c'est quelques exemples, en fait, de gestes qui ont été posés par les étudiants pour aller chercher, en fait, la solidarité des travailleurs. Donc, pour en revenir à la grève, le 13 mai, grève générale de 24 heures, et une manifestation gigantesque à Paris. Il y a 1 million de travailleurs et d'étudiants qui prennent la rue, main dans la main. Le 14 mai, ce sont les occupations d'usines qui commencent. Donc, les occupations d'usines, ça veut dire que les travailleurs rentrent en grève, le patron dit ah, « je veux rien savoir de vous ». Les travailleurs disent ben, « ok, on va faire fonctionner l'usine sans toi ». Donc, les travailleurs font fonctionner les usines par eux-mêmes. Ils assurent eux-mêmes la production. Évidemment, se payent eux-mêmes les salaires. Donc, le 21 mai, on compte les travailleurs en grève par millions. Et ce n'est pas uniquement là, la classe ouvrière, on voit aussi des agriculteurs qui sont en grève, des médecins, des ingénieurs, des avocats, d'autres professionnels qui sont plus associés à l'establishment en général. Les universités et les lycées sont occupés, les centres de recherche sont occupés, même évidemment les usines. Même certains théâtres, en fait, sont occupés. À ce moment-là, la France est entièrement paralysée. Donc, les trains ne partent plus, les avions ne décollent plus, les camions ne roulent plus. Il n'y a plus rien qui assure le fonctionnement, en fait, sans l'accord des comités de grève qui ont été mis en place par les syndicats et les travailleurs. À ce moment-là, De Gaulle, qui est président de la France, décide d'organiser un plébiscite pour son gouvernement, dire à qui m'aime pas, vous allez voter, puis si vous m'aimez, ben, rentrez chez vous. Mais les travailleurs qui sont mandatés, en fait, d'imprimer les bulletins de vote, dire ben non, on les imprime pas, tes bulletins, tu peux faire ce que tu veux avec, mais on les imprime pas. Et donc, parce qu'ils sont en grève. Et donc, il n'est même pas capable d'organiser un plébiscite. À Nantes, une des villes où le mouvement est le plus actif, le comité de grève était rendu tellement puissant qu'il assure le ravitaillement en vie et en carburant, donc en essence,
de toute la population. Il n'y avait pas de taxe sur l'essence, imposée par le comité de grève. Il délivre des autorisations à chaque commerce de vendre des marchandises. C'est vraiment le comité de grève qui est dirigé par le syndicat qui dit, bon, tel commerce a le droit de vendre, tel commerce n'a pas le droit, et c'est lui-même qui fixe les prix. Et il y a même certains mariages, en fait, qui ont été célébrés par le comité de grève. Très romantique. Et donc, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est vraiment une situation de double pouvoir. Parce que De Gaulle est encore le président, dans sa tête, il est empereur, mais officiellement, il est président. Et c'est lui qui est encore officiellement à la tête de l'État. Mais les travailleurs commencent en fait à avoir le contrôle réel, concret de la société par l'entremise des comités de grève. Et donc, à ce moment-là, les travailleurs auraient eu la force, en fait, de prendre les commandes de l'État, d'abattre l'État avec De Gaulle à sa tête, de pitcher De Gaulle en dehors de France et de vraiment transformer la société, la mettre en voie vers la transformation, en fait, socialiste de la société, donc de créer une véritable république ouvrière en France, et non pas une république bourgeoise comme on voyait à cette époque-là et encore aujourd'hui. Et le problème va venir, en fait, de la direction du mouvement syndical, en fait, et aussi du Parti communiste français. Donc, je vais un peu expliquer, en gros, les deux organisations qui étaient les plus puissantes à ce moment-là au sein des travailleurs. C'était la CGT, qui est encore le plus gros syndicat en France, qui organisait à cette époque-là 2,5 millions de travailleurs. Donc, on disait même du président de la CGT qui était plus puissant que le général de Gaulle à cette époque-là, et c'était vraiment pas exagéré, en fait, de dire. Le seul problème, c'est que lui-même, il ne s'en rendait pas vraiment compte. Et le Parti communiste français, donc à cette époque-là, il comptait 400 000 membres. C'est vraiment considérable pour un parti communiste. Et il y avait des liens tellement étroits avec la CGT, en fait, qu'on disait que la CGT obéissait aux consignes, en fait, du Parti communiste. Donc, c'était vraiment la force sociale la plus importante en France à cette époque-là. Et ils vont prendre des décisions qui ont été erronées, en fait, et qui ont mené à l'essoufflement, en fait, du mouvement. Donc, la direction du Parti communiste français, à ce moment-là, considère que la situation n'est pas révolutionnaire. Ça, c'est vraiment drôle parce qu'au même moment que la direction du PCF dit ça, le Parti communiste français, De Gaulle, lui, est aux États-Unis, puis il dit « Oh my God, les communistes vont prendre le pouvoir, le PCF va nous sacrer dehors, puis ils vont rentrer. » Donc, peut-être si De Gaulle avait été à la tête, c'est pas ça qui est arrivé. Mais le PCF, eux, en ce moment, ils disent non, c'est un mouvement de contestation, mais qui n'est pas révolutionnaire. On ne sait pas ce que ça en prenait de plus. Ils disent le but de ce mouvement-là, c'est de négocier avec l'État bourgeois pour obtenir des concessions, mais qui restent dans les limites, en fait, du capitalisme. Donc, on ne parle pas d'une révolution, on ne parle pas d'une révolution ouvrière, et on ne parle certainement pas de socialisme. Et donc, le plan du PCF, c'est on va juste continuer à négocier. Donc, c'est vraiment un manque d'audace et d'ambition, en fait, de la part du PCF, de la part de la CGT, qui constitue en fait une réelle trahison envers les travailleurs qui, par millions, étaient en grève depuis des semaines. Mais reste que face à la menace révolutionnaire, la classe dirigeante commence à avoir peur, elle va faire des concessions. Donc, elle va s'asseoir avec les centrales syndicales pour négocier. Donc, ils vont décider de concéder une augmentation des salaires et des retraites, quelque chose qui était demandé depuis des années par les centrales syndicales, mais non, vous ne l'aurez pas, et un engagement à réduire les heures de travail. Donc ça, c'est des choses qui étaient demandées depuis des années et qui ont été obtenues en quelques heures de négociation, tellement la situation, le rapport de force était en faveur des travailleurs. Et donc le 27 mai, il y a des accords qui sont signés par les syndicats. Et les syndicats vont aller proposer ça à leur base, mais les travailleurs, à ce moment-là, ils veulent beaucoup plus que ce qui est proposé. Ils disent là, on a tellement combattu, on en a tellement fait beaucoup, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, quand le président de la CGT propose l'entente à ses membres dans un congrès, il se fait huer et les membres, en fait, quittent la salle en criant « gouvernement populaire » à plein poumon. Mais un mouvement de masse comme ça ne peut pas durer indéfiniment. Ce qui arrive, c'est que les gens s'épuisent. C'est épuisant d'aller sur des piquets de grève, de se battre avec la police. Ça fait mal, on se blesse.
Et aussi, ben, les syndicats ont des fonds de grève. Hein. Les travailleurs doivent nourrir leur famille. Les travailleurs doivent payer leur hypothèque. La grève annule pas ces choses-là. Et les fonds de grève, en fait, à un certain point, ben, finissent par s'épuiser. Et donc, les travailleurs n'ont juste plus les ressources financières pour assurer leur survie et faire continuer la grève. Et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que progressivement, en fait, les travailleurs vont commencer à s'épuiser et à accepter, en fait, les concessions là, qui avaient été données par l'État, et donc à accepter les accords du 27 mai et à progressivement reprendre le travail. Et il y a aussi, bon, à ce moment-là, De Gaulle avait proposé de dissoudre l'Assemblée nationale et de lancer de nouvelles élections. Donc, il y a peut-être certaines personnes à ce moment-là qui avaient entretenu l'illusion que ces choses-là pourraient se régler par le scrutin. Et donc, les travailleurs commencent de plus en plus à reprendre le travail. Il y en a qui vont tenir jusqu'au mois de juin, en fait. Donc, à la fin mai, pas mal tous les travailleurs sont retournés. Jusqu'à juin, il y a des travailleurs qui continuent la grève. Ceux qui continuent la grève, en fait, vont réussir, dans bien des cas, à avoir encore plus de concessions, à obtenir plus de concessions que ceux qui avaient abandonné. Mais il reste que le mouvement est épuisé. Le mouvement a été, je ne veux pas dire vraiment vaincu, c'est plutôt évaporé à cause d'un manque de leadership. Et l'ordre est rétabli dans la République bourgeoise. Et donc, du 23 au 27 juin, il y a des élections qui sont organisées. De Gaulle tient sa promesse. Good guy. En fait, ça va être une importante victoire pour la droite, pour le parti de ce bon vieux De Gaulle. Et comment on explique ça, en fait, c'est que parce que le Parti communiste se présente aux élections, ils vont connaître une cuisante défaite. Et eux, ce qu'ils vont dire, c'est à cause des gauchistes révolutionnaires qui foutent le bordel. Et moi, si j'avais été là, j'aurais dit, ben, c'est pas vous les gauchistes révolutionnaires? Apparemment que non. Donc, eux, ils vont dire que c'est pour ça qu'ils ont perdu les élections. La réalité, c'est que les travailleurs sont juste déçus par l'attitude du PCF, qui a été beaucoup trop modérée pendant tout le mouvement de mai 68. Ils se sentent un peu trahis par cette organisation-là. Ils trouvent que c'est un peu des révolutionnaires du dimanche. Et aussi, pendant la campagne électorale, en fait, le PCF a présenté une plateforme qui était « Vive la loi et l'ordre, on rétablit la paix dans la République ». Et ça, ces gens-là, ils se sont dit, ben, tant qu'à faire, on va aller obtenir la même chose avec De Gaulle. Et donc, c'est ça qui a provoqué la défaite, en fait, cuisante du PCF à ce moment-là. Et donc, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est comment le PCF, son manque de leadership, en fait, lui a coûté non seulement les élections, mais surtout cette victoire-là, en fait, qu'aurait pu être mai 68. Donc, pour conclure, c'est ça que je dirais. Si on regarde les événements de mai 68, il y aurait deux leçons que je dirais qu'il faut absolument retenir de ça. La première, c'est la question du leadership. C'est ça qui a manqué en mai 68. C'est pas la volonté des travailleurs de prendre la rue, de prendre les usines, de prendre le contrôle, de créer des comités de grève, de tout faire pour mettre le pays sur la voie de la révolution. Ça, c'était là. C'était bel et bien là. Les travailleurs étaient plus que motivés à faire la révolution. Ce qui a manqué, en fait, c'est une organisation révolutionnaire qui était capable de prendre la direction du mouvement et de vraiment leur dire quoi faire, leur dire de continuer la lutte, leur dire de ne pas accepter le compromis de l'État et leur dire qu'il fallait dépasser, en fait, la société capitaliste, qu'il fallait renverser l'État et qu'il fallait mettre les travailleurs au pouvoir, c'est-à-dire que les comités de grève pouvaient très bien gérer la société par eux-mêmes, et c'est ça qui aurait dû être fait à ce moment-là. Et donc, c'est une leçon à retenir pour l'avenir, que sans un leadership efficace comme ça, sans un leadership qui a les bonnes idées, tout mouvement de masse, peu importe son nombre, peu importe son importance, peu importe les conditions matérielles qui ont mené à ce mouvement-là, va être voué à l'échec. Et c'est la triste leçon, en fait, de mai 68. Mais je vais quand même finir ma présentation sur une bonne leçon de mai 68, qui est la chose la plus importante, en fait, que tout le monde doit retenir, et surtout les gens ici dans la salle qui sont étudiants et qui veulent militer, c'est que la solidarité entre étudiants et travailleurs, elle est possible. Si vous avez vécu 2012, qui était notre mai 68 québécois, mais si vous avez vécu 2012, on nous a tellement dit dans les médias
par des gens comme Martineau, par exemple, que les travailleurs étaient contre les étudiants, que les étudiants c'est tous des enfants gâtés, que bla 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 bla. La situation était pareille en mai 68. Il y en avait des Martineau en mai 68 aussi, pour écrire ces niaiseries-là dans les journaux, il y en a toujours. Mais ça ne va pas empêcher les étudiants à aller chercher le soutien des travailleurs, à aller former des comités pour aller parler aux travailleurs, à aller sur les milieux de travail pour convaincre les travailleurs qu'il fallait qu'ils luttent ensemble, qu'il fallait que la lutte soit unie, qu'il y ait une convergence en fait des revendications pour former un front qui allait être capable de combattre en fait l'État bourgeois. Et c'est possible de le faire. Et non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. C'est ce qui doit être fait par chaque mouvement de masse. Il faut que les étudiants aillent chercher les travailleurs, il faut qu'ils aillent les convaincre, il faut qu'ils aillent les expliquer patiemment. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est arrivé en mai 68, ça peut arriver encore aujourd'hui. Donc c'est ça que je veux retenir, c'est que quand les étudiants appellent à l'aide, les travailleurs vont répondre et venir à leur secours. Donc voilà.